Donc bienvenue à tous à nouveau. Un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents ce matin, d'autres arrivent cet après-midi, donc bienvenue. Comme je l'ai précisé dans mon introduction ce matin, ce colloque a pour objectif de contribuer au diagnostic, alors de manière très humble, puisque nous avons quelques heures de débat, un diagnostic du système de gouvernance des risques nucléaires et radiologiques existants, le système dual IRSN-ASN. Toutes ces discussions, ces échanges se situent dans le contexte général du projet porté par le gouvernement d'une fusion entre l'IRSN et l'ASN. Nous avons structuré notre diagnostic en repartant d'un certain nombre de critiques qui ont été adressées au système dual, et notamment une critique qui a été formulée par le président de l'ASN, qui, lors de son audition par la Commission des affaires économiques du Sénat le 8 mars dernier, a indiqué que l'organisation actuelle IRSN-ASN n'était pas adaptée face à l'urgence de la crise, car le système actuel est fractionné, introduit des interfaces qui ne sont pas optimales. L'IRSN établit un diagnostic de la situation et une prévision de ses évolutions. Le résultat de cette expertise est transmis à l'ASN, qui propose au gouvernement des recommandations en matière de gestion de crise. Donc, lors de cette table ronde, nous chercherons à caractériser ce fractionnement et ses conséquences en situation réelle de crise. Deux cas seront mis en discussion vont être mis en discussion immédiatement pour introduire la table ronde. Donc, un bilan des exercices de crise qui va être présenté par Philippe Dubiot, que je laisserai se présenter, et une sorte de retour d'expérience, des enseignements tirés de la gestion de la crise de Fukushima. Donc, c'est Olivier Isnard qui lui aussi se présentera. Et comme l'ensemble des trois tables rondes de la journée, le principe c'est de repartir des pratiques de nos collègues de l'IRSN pour ensuite engager la discussion. Et je remercie Mathieu Langlois d'avoir accepté d'animer cette seconde table ronde. Chaque participant de la table ronde rejoindra la table ronde à l'issue des exposés, et les participants se présenteront à cette occasion-là. Donc Philippe, je te passe la parole. Merci François, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Dubiot, donc je suis directeur délégué à la crise à la direction générale de l'IRSN. Donc, pour ce court propos introductif, je vous propose de procéder de la façon suivante. Trois points. Le premier sera très descriptif. Ça concerne l'organisation nationale de crise. Ensuite, j'évoquerai les exercices de crise, puisqu'il y a les différentes mesures. Et puis, je viendrai ensuite sur quelques constats issus de ces exercices. Alors, l'organisation nationale de crise, vous ferez votre idée, et chacun, si elle est complexe ou pas. On parle d'organisation nationale de crise parce qu'il y a une mobilisation qui est à la fois locale, c'est la partie supérieure, et nationale, c'est la partie inférieure. Elle concerne l'exploitant accidenté en cas d'événement, en cas d'incident ou d'accident nucléaire, c'est la partie à gauche, et elle concerne l'organisation des pouvoirs publics, c'est la partie à droite. En cas d'événement, l'industriel accidenté a pour charge d'alerter les autorités, d'essayer de maîtriser l'accident et ses conséquences, et de protéger son personnel, et puis de communiquer de façon régulière sur le déroulement de l'événement. C'est ce que vous trouvez en haut à gauche à travers les différents postes de commandement que l'exploitant met en place en termes d'action, de décision, d'expertise et de communication. Et ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le plan d'urgence interne, qui est la structure qui vient se substituer à l'organisation normale de l'établissement en cas d'accident. Donc, toujours au niveau de l'exploitant accidenté, pour les industriels de grande taille, il y a aussi une organisation complémentaire qui est mise en place au niveau de la direction générale, au niveau du siège de l'établissement. C'est ce que vous avez en bas à gauche. Et ce sont des orientations plutôt stratégiques au niveau du groupe. Ça concerne une communication générale, ça concerne une expertise qui est assez développée au niveau national, et ça concerne des décisions qui peuvent avoir un impact sur les autres installations de l'industrie. Donc, je ne développerai pas plus cette partie
côté exploitant, on pourra y revenir si vous le souhaitez, l'IRSN a des relations avec les exploitants de façon très importante en préparation à la crise, mais je vais plutôt me concentrer sur la deuxième partie, la partie de droite. Donc au niveau des pouvoirs publics, eh bien, lorsqu'il lance l'alerte, l'exploitant prévient le préfet, et donc le préfet, qui, si la situation est grave, va mettre en place son organisation de crise. Son organisation de crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va créer un centre de crise au niveau de son centre opérationnel en préfecture, dans lequel il va regrouper les différents services, et il va décider des actions de protection des populations, il va s'organiser pour maintenir l'ordre public, il va organiser les secours ou les soins médicaux, etc. Et donc, il va donc diriger l'action, et puis il va communiquer dans son domaine de compétences sur cet événement. La spécificité des accidents nucléaires, c'est que l'organisation nationale, l'organisation de crise nucléaire est nationale. C'est-à-dire lorsque l'exploitant lance une alerte pour un accident grave, mais aussi pour un incident à caractère radiologique, il le fait de façon nationale. C'est-à-dire qu'il va prévenir le préfet, mais il va prévenir aussi un ensemble de services au niveau national et donc jusqu'au gouvernement. Donc, lors de cette alerte, eh bien, au niveau national, en fonction de la gravité de l'événement, on va mettre en place une organisation qui va permettre de prendre des décisions. Ça va être l'action de la cellule interministérielle de crise. Si c'est vraiment grave, il y aura une cellule interministérielle de crise qui finalement définira une stratégie de réponse au niveau de l'État si la vie de la société est largement perturbée par cet événement. Et puis, cette CIC s'appuiera, alors regroupera des ministères, tous les ministères qui peuvent être concernés, plus l'autorité de sûreté nucléaire. L'IRSN est un peu sur un strapontin dans cette structure. Et les décisions sont prises en concertation ou en partage avec le préfet de département sur ce qu'il y a à faire en termes de protection des gens, en termes de gestion de la crise. Donc, la CIC, c'est aussi une structure qui va se charger de la communication de l'État sur la situation. Alors, où se situe finalement l'ASN et l'IRSN dans ces choses-là? L'IRSN est l'expert technique, tu l'as rappelé, il va faire l'expertise de la situation, il va transmettre ses évaluations à l'ASN, qui va faire des recommandations, soit vers le préfet, soit vers le gouvernement, en fonction de la gravité de la situation. L'ASN et l'IRSN sont aussi concernés par la participation à la communication. Donc finalement, pour résumer un peu cette planche, en France, il y a une organisation nationale de crise très vite dès lors qu'il y a un incident nucléaire. Les décisions vis-à-vis de la protection des populations vont reposer sur une expertise qui est menée par les pouvoirs publics et non par l'exploitant lui-même. C'est une différence très importante avec d'autres pays. On s'appuie exclusivement sur l'exploitant. Et donc, comment tout ça fonctionne sur les différentes thématiques de communication, d'expertise, de décision et d'action? Il y a des concertations périodiques qui s'organisent entre les acteurs. On peut commencer par l'expertise. L'IRSN va être en relation avec l'exploitant sur le niveau national, sur le niveau local. Et on va confronter nos points de vue, à la fois sur la compréhension de l'événement, sur les conséquences qu'il peut avoir, et puis sur la prédiction des conséquences potentielles. Sur la base de cette expertise, il y a une réunion d'audioconférence qui va se dérouler au niveau décisionnel, où là, sur la base de cette expertise, eh bien, les décisions vont être prises et partagées entre l'exploitant de son côté, le préfet et le gouvernement de l'autre. Et puis, une dernière audioconférence se déroule au niveau de la communication sur la base de ces décisions, chacun essayant de rester dans son domaine de compétence, ce qui est rarement le cas. Bon, donc, voilà un petit peu le dispositif général. Ce qui concerne la clé, on pourrait y revenir si vous avez des questions de compréhension, on pourrait y revenir ensuite. Planche suivante. Alors,
Les exercices de crise, on commençait à en parler un tout petit peu. Il y a différents types d'exercices de crise. Tout d'abord, il y a des exercices de crise dits locaux. C'est l'exploitant nucléaire qui fait un programme annuel assez important d'entraînement de toute ou partie de son dispositif de crise. Il exerce les différentes structures de son plan d'urgence interne. Ensuite, il y a des exercices dits nationaux depuis très longtemps. Des exercices qui, outre l'exploitant, réunissent la préfecture du département où siège l'installation, l'ASN et l'IRSN. Donc ça va permettre de tester le PUI, le PPI qui est le plan particulier d'intervention du préfet, et de tester finalement ce que vous venez de voir sur le schéma précédent, à savoir les échanges entre les différents acteurs, la coordination générale et le cheminement de l'expertise vers la décision. Il y a environ 10 à 12 exercices par an, sachant que le ministère de l'Intérieur, qui organise tous ces exercices, a l'obligation de faire jouer les préfectures au moins une fois tous les 5 ans. Ensuite, il y a des exercices nucléaires majeurs ou gouvernementaux qui sont beaucoup plus rares. Donc, en plus des entités que j'ai citées, eh bien, on va créer aussi la CIC, c'est-à-dire le gouvernement ou un représentant et les ministères concernés. Et donc là, ça change un petit peu les choses puisque on va tester à ce niveau-là la coordination interministérielle, le pilotage stratégique de la crise et les interactions avec l'ensemble du dispositif, avec le préfet par exemple. Et ce n'est pas toujours évident de savoir qui décide de quoi entre le gouvernement et le préfet. Et ces exercices nucléaires sont assez rares, donc en moyenne, tous les 4 à 5 ans. Dernier type d'exercice, ce sont les exercices internationaux qui vont mettre en œuvre aussi au ministère des Affaires étrangères, éventuellement l'AIEA. Donc là, c'est aussi des exercices où on teste la coordination entre acteurs, notamment les échanges avec l'AIEA, qui est plutôt un centralisateur des questions et puis qui répercute aussi ce qui vient du pays accidenté. On teste de temps en temps dans les exercices nationaux une coordination transfrontalière, parce qu'on a quand même pas mal de centrales qui ne sont pas loin des frontières. Et voilà, les exercices nationaux sont à un rythme quand même assez faible, environ 1 par an. Alors de ces exercices, on peut dire quand même pas mal de choses et avant de passer à la planche suivante. C'est-à-dire que, évidemment, l'exercice, on essaye de se rapprocher de la réalité, mais on ne sera jamais vraiment dans une situation qui est représentative de la réalité. Ils sont toutefois indispensables, ces exercices, pour tester l'état de préparation de chacun. Chacun va pouvoir faire un bilan de son état de préparation. Au sein de chaque entité, acquérir des réflexes, des repères qui sont essentiels, dans une logique un peu de résilience des organisations de chacun. On va évidemment tester les liaisons entre les différentes entités et la coordination entre ces entités. Et puis, tout cet entraînement permettra, si un jour il se passe quelque chose de grave en France, aux acteurs de se concentrer sur ce qui est la nouveauté par rapport à ce qu'ils ont vu en exercice. Tout le monde a bien conscience qu'une crise réelle ne se produira jamais exactement le scénario comme ça se passe en exercice. Et donc, malgré tout, avec les réflexes, on pourra se concentrer sur ces choses-là. Alors, ces exercices, là je parle surtout des exercices nationaux, mais bon, j'ai déjà critiqué un peu les exercices gouvernementaux. Les exercices nationaux présentent un certain nombre de limites, parmi lesquelles cet exercice se joue sur une journée. Ça veut dire quoi? Cette journée est définie à l'avance. Donc tout le monde se prépare à cet exercice, évidemment. Ensuite, le scénario est inconnu des acteurs. Ça serait plutôt une chose positive, c'est pas vrai dans tous les pays. Néanmoins, c'est parmi un catalogue connu de scénarios. C'est-à-dire on ne part pas dans des choses très originales. Ensuite, compte tenu que c'est une journée, on est plutôt dans la logique de satisfaire le besoin du préfet qui veut voir comment il va pouvoir mettre en œuvre son plan particulier d'intervention. Et donc, ça fait que sur cette journée, on va concentrer au niveau du scénario occidental un grand nombre de défaillances qui va faire que finalement, on va se retrouver plutôt
à courir après les événements que réellement arriver à faire une expertise posée. Et puis, bon, finalement, ces exercices sont concentrés sur le processus de décision du préfet vis-à-vis de la protection des populations. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Ensuite, il y a aussi une pression médiatique simulée, souvent, lors de ces exercices, pas pour tous, mais bon, de plus en plus. Les miens, cette pression médiatique simulée, elle est très, très inférieure à ce que pourrait être la pression médiatique en cas de crise réelle. C'est mieux que rien, mais malgré tout, elle est tout à fait limitée. Et puis, le dernier point que je voulais dire aussi sur ces exercices, c'est en ce qui concerne les acteurs qui sont impliqués. C'est-à-dire que là, notamment au niveau local, les implications des associations, des CLI et des populations sont faibles, voire nulles. Voilà. Voilà pour les exercices. Alors, j'en viens à la troisième planche. Alors, quelques constats donc, issus de ces exercices. Je suis resté volontairement macroscopique à ce stade-là. On pourra revenir sur ces choses-là et aller dans le détail si vous le souhaitez. Tout d'abord, en ce qui concerne les rôles respectifs de l'ASN et l'IRSN, ce que j'ai pu entendre régulièrement, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des préfets, c'est que la perception de qui fait quoi par les décideurs est floue. C'est vrai que nous sommes quand même dans le même domaine, c'est-à-dire la sûreté et la radioprotection, même s'il y a une compétence scientifique d'un côté et pas de l'autre. Donc, on se pose toujours quand même aussi la question de, finalement, quelle est l'attente des décideurs, notamment vis-à-vis de l'expertise technique. Certains nous disent qu'ils veulent avoir accès direct à l'expertise technique, donc il faudrait que l'IRSN puisse transmettre directement son expertise technique, et d'autres se contentent des recommandations que l'ASN va pouvoir formuler. En crise réelle, et mon collègue Olivier Lisnard y reviendra, ça peut être éventuellement un peu différent, parce que finalement, en crise réelle, les choses se simplifient, et si un décideur veut avoir l'information technique, il saura simplifier le dispositif pour aller à l'essentiel. Le deuxième, donc, je pense qu'il y a quand même une clarification des rôles respectifs qui mériterait d'être faite. Le deuxième sujet, c'est que vous l'avez un peu deviné, c'est que les exercices sont focalisés sur le processus de décision pour la protection des populations. C'est évidemment un sujet très important, c'est ce que le préfet veut faire et c'est la mission essentielle de son plan particulier d'intervention. Néanmoins, si on regarde les missions, en particulier de l'ASN, mais ça impliquerait aussi l'IRSN, l'une des questions, c'est quel serait l'équilibre ASN-IRSN en termes d'occupation si on intègre d'autres aspects qui seront inévitablement présents en cas de crise réelle. L'international, puisque toute crise nucléaire, même mineure, devient un sujet international. À travers le sujet du contrôle à effectuer de l'opérateur, l'ASN est à la fois le conseil du gouvernement pour la protection des populations, mais l'autorité compétente pour le contrôle de l'opérateur. Or, l'ASN pourrait challenger sur son rôle de contrôle, et notamment sa responsabilité. Il serait à la fois à appliquer son rôle de contrôleur, mais challenger sur le fait que sa responsabilité, à lui aussi, peut être mise en jeu. Donc, ça pourrait très largement occuper l'ASN, mais nous occuper aussi, nous, IRSN, puisque finalement, le contrôle de l'opérateur, si imaginez que l'opérateur propose des choses qui ne sont pas dans les textes pour sauver son installation, eh bien, il y a forcément un dossier rapidement émis et une expertise de l'IRSN pour que le contrôleur puisse prendre une décision, notamment vis-à-vis de limiter les rejets à l'extérieur d'une installation accidentée, plutôt que de sauver l'installation. Vous voyez donc que là, il y a quand même une question d'équilibre. L'ASN a encore d'autres rôles, tels que sa relation internationale, puisque c'est l'autorité compétente vis-à-vis de l'étranger. Donc ça fait beaucoup de choses que l'ASN ne joue pas, que l'IRSN ne joue pas, et qui mériteraient d'être jouées plus largement en exercice. Vous avez vu, c'est fait de façon finalement assez parcellaire. Le troisième propos, c'est par rapport à un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le travail séquentiel entre l'IRSN, qui fait l'expertise, et l'ASN, qui fait les recommandations. Donc, on voit bien qu'il y a un aspect délai. Et donc, la temporalité, c'est un sujet important dans la gestion de crise. Donc,
Certains ont proposé finalement, donc si on fusionne, ben, il n'y a plus qu'un centre de crise. Bon, ce n'est pas forcément une solution. On peut très bien regrouper les centres de crise, comme ça a été proposé aussi, sans fusionner aussi les organismes. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est faisable. Et puis, il y a tout un tas d'autres solutions qu'on a imaginées qui permettraient d'améliorer le processus d'élaboration des recommandations des décideurs. Alors, ça peut être direct, comme on l'a évoqué, mais il y a aussi entre ASN et IRSN, si on reste à mission constante, eh bien, d'autres solutions qu'on a commencé à réfléchir, qui permettraient d'améliorer, puisqu'on pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut améliorer certainement ce processus. Donc, il y a d'autres solutions. On pourra en parler si vous souhaitez. Voilà, bon, j'étais un peu long, évidemment. À la crise, il faut savoir s'adapter. Pardon. Vous m'entendez? Parfait. Fort et clair? Oui, clair. Bon, très bien. Donc, je vais, pour ma part, présenter quelques éléments du retour d'expérience lié à la crise japonaise de Fukushima, qui a eu lieu il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Finalement, l'accident de Fukushima, ça a été une surprise pour tout le monde. Personne ne s'attendait à avoir un accident au Japon, notamment pour un pays qui est particulièrement prêt et résilient vis-à-vis des accidents vis-à-vis des situations de tremblements de terre et de tsunami, et donc de voir une installation nucléaire subir des dégâts de cette nature pour un événement qui est particulièrement pris en compte par ce pays, a été une vraie surprise pour tout le monde. Et en quelques heures, cette crise nucléaire est devenue une crise mondiale. Donc le tsunami a tapé le vendredi, et dès le début du week-end, finalement, les autorités nationales comme locales sont apparues au niveau de la presse internationale et même au Japon comme dépassées, incapables de prendre la mesure de la situation et d'y faire face. C'était notamment dû au fait que la situation vécue était très différente de celle qu'on imaginait, avec le fait d'avoir plusieurs réacteurs qui avaient un problème, des rejets, et comme on l'a su après, et au fur et à mesure de la crise, 3 réacteurs fondus. C'était une situation non planifiée par le Japon, et donc le Japon n'était pas prêt à ce type de situation, à tel point même que le Premier ministre, rapidement dans cette crise, a décidé de prendre la main pour assurer la conduite tactique et être aux premières lignes pour pouvoir décider et montrer une image d'un pays capable malgré tout d'improviser pour faire face à cette crise. Au-delà des autorités gouvernementales, qu'elles soient locales ou nationales, la NISA, donc, qui était l'autorité de sûreté à l'époque en place, semble aussi hors jeu. Très rapidement, elle n'arrive pas à prendre la mesure de l'événement, d'avoir plusieurs réacteurs en même temps qui posent problème. Et elle cherche donc à se concentrer sur le rôle central qu'évoquait tout à l'heure Philippe, c'est-à-dire le contrôle de l'exploitant. Mais ça paraît effectivement comme un peu décalé d'essayer de contrôler l'exploitant sur une situation qui semble incontrôlable. Et donc la position de la NISA est pour le coup là remise en cause, et ça dès le début de la première semaine, en fait, hein, dans la phase aiguë de la crise. La NISA est très critiquée par sa position. Elle l'est aussi parce que rapidement, dans le début de la première semaine, les causes notamment liées au fait qu'un tsunami ait pu ravager à ce point le site sont mis à jour, et des études qui avaient été faites par le passé qui montraient que finalement la digue ne protégeait pas assez et que le risque de tsunami pouvait provoquer des situations dangereuses, avaient été étudiées, mais finalement l'exploitant a eu du temps pour finalement faire les modifications sur les réacteurs, mais aussi sur le site pour s'y protéger, et que finalement ce délai accordé par l'autorité, qui fait partie du travail normal entre les échanges entre exploitants et autorités sur les décisions et l'application de la réglementation, avait été la cause première de cet accident. Et donc la NISA apparaît assez rapidement, j'allais dire, pour la faire courte, dans le même bateau que l'exploitant, et de porter la part de responsabilité qu'évoquait Philippe sur son propos précédent. Et donc il a une responsabilité dans l'accident. Ce qui fragilise finalement sa position en tant que contrôleur, mais c'est surtout aussi en tant que conseiller de l'État que sa position est fragilisée. Comme je le disais, la crise est mondiale, et donc l'ensemble des pays de la planète s'intéressent à ce sujet-là, et notamment les organisations de
de crise de ces différents pays, et notamment ceux des pays avec un programme nucléaire avancé, mettent en avant et demandent à leur organisation de crise et à leurs experts de se mobiliser pour analyser la situation, comprendre les enjeux et surtout les développements possibles. Euh, donc beaucoup de pays, beaucoup de centres de crise se sont mis à échanger des informations techniques, des perceptions de l'accident, des scénarios d'accident, des évaluations de conséquences. Tous ces éléments sont échangés entre centres de crise, et la France n'y fait pas exception, hein. L'IRSN qui a travaillé, qui s'est mobilisé pour ce sujet, lors de Fukushima, on a été mobilisé 6 semaines en 24-24 pour pouvoir répondre aux besoins à la fois des Français au Japon, mais aussi du gouvernement français. On a eu de nombreux échanges techniques avec un certain nombre de nos partenaires dans les centres de crise du monde. Donc des échanges de toute nature. On a eu pas mal de... j'ai pas mal d'anecdotes en tête, hein, sur ce qui s'est passé à l'époque, et je vous en livre deux que je trouve assez marquantes, et dont une assez éclairante pour la suite du sujet. La première, c'est l'Allemagne et aussi les pays germanophones qui, dès le début de la crise, le week-end, ont demandé à leur population de s'en aller du Japon, de prendre une position très radicale. Et voyant que d'autres pays prenaient des dispositions différentes, on écrit au gouvernement du Japon en disant on est prêt à revenir, notre ambassadeur est prêt à revenir avec son équipe. Par contre, il faut nous écrire et nous garantir qu'il n'y aura plus de rejet. On était dans la première semaine, c'est évident que le Japon n'a pas répondu et que l'Allemagne n'est pas revenu tout de suite. Et donc là, c'est là où finalement l'expertise allemande n'a pas vraiment joué son rôle de protéger finalement les demandes gouvernementales de son pays qui ne paraissaient pas très raisonnables à l'époque. Deuxième anecdote qui est un peu plus sur le fond, elle vient des États-Unis et notamment de l'USNRC on a beaucoup mis en avant ces derniers mois, notamment en la citant en exemple comme une autorité intégrée et qui serait le modèle à suivre, notamment pour la France. Euh, Dans le développement de l'accident, le centre de crise de la NRC finalement est découpé en deux, hein. Il y a une première partie qui est l'expertise technique avec des équipes qui ressemblent à celles de l'IRSN qui ont des fonctions équivalentes. Une équipe qui regarde l'accident sur le réacteur, une équipe qui regarde les conséquences sur l'environnement. Et c'est l'équipe réacteur perçoit à travers les données qu'elle reçoit. On va avoir un problème avec les piscines à l'intérieur des réacteurs, celles qui servent à stocker pendant quelques années le combustible irradié chaud, et que le manque de refroidissement va poser un problème sur ces piscines. Et donc, on commence à regarder les évaluations. L'IRSN l'a fait à peu près dans le même délai. Et effectivement, les évaluations, Philippe était dans le centre de crise à ce moment-là, s'en souvient encore, les rejets faisaient froid dans le dos. Et rapidement, les équipes techniques ont été arrêtées par les commissaires de la NRC, donc la partie régulation, enfin réglementaire, en leur disant mais non, non, vous n'avez pas compris. Nous, aux États-Unis, on a pris une position qui est de dire que sur les réacteurs bouillants, les BWR qui sont américains, les réacteurs de Fukushima sont des réacteurs de conception américaine. Sur ce type de réacteur, il n'y a pas de problème en termes de sûreté sur les piscines. S'il n'y a pas de problème sur la sûreté des piscines aux États-Unis, il ne peut pas y en avoir au Japon. Vous arrêtez vos évaluations. Et donc, les équipes américaines nous ont dit, nous, on arrête, piscine, fini, quoi. On attend de voir. Parce que la partie réglementaire, qui était collée avec la partie expertise, a pris des positions, on va dire, réglementaires dans le pays, à froid, et que cette nouvelle situation qui amenait un vrai risque sur les piscines ne pouvait pas être remise en cause à ce moment-là. Et donc, l'expertise a été arrêtée pour des raisons, on va dire, autres que techniques. Donc, cet exemple illustre bien des éléments de risque qu'on pourrait avoir selon le mode de gouvernance vers lequel on pourrait aller. Finalement, après la crise, le Japon adapte sa gouvernance à la sûreté et à la radioprotection. Avant l'accident, il y avait deux autorités de sûreté, la NISA que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi il y avait le Nuclear Safety Commission, la NSC, qui avait un rôle d'approbation sur un certain nombre d'installations, un rôle un peu central au niveau du gouvernement et un peu moins technique. Et ces deux équipes profitaient finalement de trois TSO, trois supports techniques. GINES, qui s'occupait de toute la partie sûreté et inspection, le JIAEA, qui assure une partie des activités de R&D, mais aussi tout le volet crise, expertise pour la crise et conseil, et puis le NIRS, qui s'occupe des sujets médicaux. À l'issue de l'accident et dans les années qui ont suivi, le système de gouvernance japonais a été modifié, dans lequel on a finalement regroupé la NISA et la Nuclear Safety Commission. Donc les deux ne font plus qu'un.
l'ANRA et le GINES aussi qui a été regroupé avec l'ANRA. Le GIAEA, pour le coup, lui, est resté indépendant. Il continue à assurer les activités de R&D et à garder les responsabilités de crise. Donc la partie conseil technique du gouvernement reste en dehors de l'ANISA et est assurée par le GIAEA. En France, pendant la crise, bon, le PM a confié, le Premier ministre a confié à l'IRSN et le rôle central d'expertise. L'ASN, elle, s'est positionnée comme régulateur et a notamment à regarder avec les exploitants quel risque il pouvait y avoir et est-ce que cette situation vécue au Japon avait une chance d'arriver en France, ce qui n'était pas le cas. Donc, on n'a pas arrêté nos réacteurs comme ça a été le cas dans tout le Japon. L'IRSN, lui, a pu assurer finalement et a pu s'adapter, notamment parce que finalement, à la fois la partie opérationnelle et développement d'outils opérationnels, mais la partie R&D étaient ensemble. Et donc, on a pu adapter nos outils de crise qui étaient faits pour des réacteurs français. En quelques jours, ils ont été adaptés pour faire du réacteur japonais et avoir une expertise, on va dire, qui était à propos. Après la crise, l'État a lancé, et Philippe en a parlé, un plan de réponse national qui a été publié en 2014. Celui-ci confirme notamment que l'expertise technique doit être disponible au plus haut niveau et notamment est présent en cellule interministérielle de crise pour pouvoir fournir les éléments d'explication. Au niveau local, on a adapté aussi un certain nombre de nos plans particuliers d'intervention pour refléter finalement ce qui s'était passé au Japon. À l'international, juste un mot peut-être avant de terminer. Finalement, si on regarde comment est-ce que les autres pays sont, la NRC, j'en ai parlé finalement, mais si on prend finalement la partie nord-américaine, Canada et États-Unis sont probablement les autorités de sûreté qui sont toutes les deux intégrées. C'est les plus faibles au monde en termes de crise, parce que finalement la responsabilité de protection des personnes se fait directement entre l'exploitant et le niveau local. Et le niveau fédéral n'a pas grand-chose à faire et pas grand-chose à dire. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de poids dans le dispositif. C'est l'exploitant qui gère le sujet avec les autorités locales. Et donc, ces versions intégrées n'ont pas de rôle précis. Or, bien évidemment, le rôle de contrôle qu'ils doivent assurer parce que c'est leur mission première. En Europe, c'est vrai aussi en Espagne. En Espagne, ils ont un fonctionnement complètement identique aux Américains. Donc, le niveau central, le CNSC, ne fait pas grand-chose en crise. Et c'était vrai aussi pour l'Allemagne, qui avait une structure fédérale. Maintenant, bon, ils ont arrêté. Donc, mais avant, effectivement, c'était les Länder qui s'occupaient de ce genre de sujet. Et le niveau central et l'autorité centrale avaient relativement peu de rôle dans ce sujet-là. Voilà, juste peut-être pour conclure, vous dire que sur le côté français, en fait, donc Philippe évoquait le sujet des exercices. Dans les crises réelles, finalement, le dispositif qu'a présenté Philippe est très vite tourné. Ce qu'il expliquait, c'était qu'effectivement, les décideurs, quand ils avaient besoin d'une information technique, ils savaient la trouver. À chaque fois qu'on a eu des situations réelles, les décideurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, ont voulu avoir l'expertise directement avec eux, associée avec le sujet d'une autorité, notamment ce rôle de contrôle et de réglementation qui doit rester et qui n'est pas testé dans nos exercices, mais qui doit rester, c'est un élément d'appréciation pour le gouvernement, mais que la partie expertise technique doit être, elle, fournie de manière indépendante. On l'a vu pour un certain nombre de cas, comme l'incinération fortuite d'une source de radioactivité dans un procédé d'acierie dernièrement. Et c'est ce qu'on voit aussi depuis le début de la crise Ukraine, où l'IRSN assure un suivi de la situation. Et les ministères nous sollicitent directement sur ce sujet pour avoir les éléments d'appréciation pour leurs activités et leurs relations. Voilà, j'ai été un poil long et je m'arrête là. Merci Olivier. Si vous voulez bien rejoindre la table ronde, enfin on la cherche, mais la table carrée. Je dois animer, c'est ça, cette session. Je pense que ce qui serait bien, c'est que les trois débatteurs qui nous ont rejoints se présentent et commentent suite à ces deux exposés. Et puis après, on a un petit peu moins d'une heure de questions-réponses avec la salle. Et on essaiera de faire deux thèmes. Un thème qui est plus sur la dimension exercice. Et puis un deuxième moment qui sera plus sur la relation à la fois verticale avec le politique, la gouvernance, et transversale dans l'interservice et toutes les problématiques qui ont été entrevues dans ces deux exposés. Voilà, donc je te laisse. Exactement.
Madame la députée. Donc à la pioche, c'est tombé sur moi. Bonjour, Delphine Dato, je suis députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable. Donc j'étais en charge des sujets de sûreté nucléaire en responsabilité au gouvernement, à une époque où il y avait eu un exercice nucléaire national de crise majeure, mais sur lequel je ne me suis jamais exprimée. Je ne le ferai pas non plus aujourd'hui, même si je vais quand même vous dire des choses, parce que j'ai toujours appliqué la règle, ayant quitté mes fonctions, que d'éventuelles failles constatées dans ce domaine comme dans d'autres, tout ce qui avait un rapport avec la sûreté et la sécurité de l'État n'avait pas à être étalé sur la place publique. Donc pour tout ce qui concerne notre vulnérabilité, notamment liée aux installations nucléaires, j'ai toujours été très silencieuse, même si je n'ai pas manqué de m'exprimer sur plein d'autres dimensions de l'exercice du pouvoir. Donc je dois ouvrir en lançant peut-être quelques pistes, quelques réflexions. Je vais le faire très rapidement sur 3 points. D'abord, pour moi, aujourd'hui, il y a un problème sur la vision du risque. Parce qu'on est dans mon sentiment, hein, mais peut-être vous corroborerez ou pas, c'est qu'on est dans une vision du risque, j'allais dire très scolaire, très en silo, avec une organisation de la gestion de crise qui est en fait héritée de précédentes catastrophes. Donc, par exemple, il y a eu la catastrophe AZF et du coup on fait des PPRT pour les risques technologiques. On a eu des inondations, donc on fait un plan pour les inondations. Et en tout cas, dans les périmètres qui concernent le ministère de l'écologie, c'est très vrai qu'on est en fait dans des plans de gestion de crise construits empiriquement à partir d'événements passés qui ont surpris et déstabilisé une organisation avec des conséquences graves. Or, le principe de la crise et de la gestion de crise, c'est l'imprévu. C'est de plus en plus aussi dans un contexte de risque systémique avec des interdépendances fortes dans des situations de crise qui peuvent être multidimensionnelles, qu'évidemment rien ne se passe comme prévu, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a un sujet sur la vision du risque, dans le sens où penser la gestion de crise en 2023 dans un contexte de changement climatique, de tensions sociales, etc., ça veut dire entrer dans l'ère des crises hors cadre, des effets dominos, des effets systémiques, etc. Et du coup, autant c'est utile d'avoir des plans dans tel ou tel domaine, et notamment celui du nucléaire, pour avoir des réflexes, du travail entre les institutions concernées, une identification, y compris humaine, des personnes qui vont se retrouver à être en pilotage de gestion de crise, autant gérer la crise en vrai, c'est aujourd'hui avoir des habiletés à savoir traiter l'imprévu, et des choses qui, par définition, au moment où elles se produisent, nous dépassent, et dépassent les organisations et les schémas, prévus. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est intéressant de faire des parallèles avec les questions par exemple, de sécurité intérieure et les situations d'attentats quand des terroristes choisissent un mode opératoire qui n'avait pas du tout été anticipé, etc. Parce que c'est plutôt dans ce type de situation qu'on peut se trouver dans d'autres dimensions et d'autres échelles. La deuxième remarque, c'est sur l'organisation de la gestion de crise. Alors, bon, moi je peux vous confirmer que c'est indispensable pour l'État et pour un gouvernement, pour la part des décisions qui le concernent, d'avoir des sources d'expertise, et que d'ailleurs souvent en pratique, quand on est en situation de crise, on va à la racine de l'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, l'ennemi de la gestion de crise, c'est la bureaucratie et c'est les réflexes institutionnels. Et il ne faut pas croire que ce soit une question de chapelle institutionnelle. Ça vaut à l'intérieur
des institutions, entre différents services, entre différentes échelles territoriales ou nationales, etc. Et qu'en pratique, quand vous êtes dans une situation de gestion de crise, vous avez besoin de savoir vraiment ce qui se passe et de connaître toutes les informations disponibles. Et donc souvent, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, vous avez besoin de court-circuiter. C'est-à-dire il y a besoin que les hiérarchies fonctionnent, mais vous pouvez aussi avoir besoin de les court-circuiter pour avoir une information qui est directe, pas édulcorée et complète dans le sens voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà ce qui se passe en ce moment même, etc. etc. Du coup, si vous voulez, tout ce qui serait dans l'ordre d'idée qu'on améliorerait la gestion de crise parce qu'on mettrait tout dans un, dans un chapeau unique, etc., me paraît mais complètement faux au regard de la pratique, dans le sens où, moi, dans les crises que j'ai eu à gérer, des vraies crises, vous pouviez avoir des problèmes entre services d'un même ministère, au sein d'une même direction, donc ça règle rien de ces questions-là, en fait. Et il est utile d'avoir une expertise directe. Et mon dernier point, c'est le caractère central dans la gestion de crise des questions de communication et d'une nouvelle relation aux citoyennes et aux citoyens. Transparente dans ce que l'on peut dire, de ce que l'on sait et de ce qu'on ne sait pas et de ce que l'on ne peut pas dire si on ne peut pas le dire pour de bonnes raisons. Il n'y a pas d'autre règle en situation de crise qu'une communication rapide, permanente, factuelle et qui prend les citoyennes et les citoyens pas pour des enfants. Donc pas infantilisante, pas on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, pas ne donnant pas d'explications. Parce qu'en fait ce sont ces réflexes institutionnels très liés à une vision verticale, pyramidale de l'État, etc., qui nourrissent le complotisme. Et le complotisme en situation de crise, ça part en 2 minutes. Voilà. Et donc, dans une situation de crise grave, il ne peut pas y avoir d'autres méthodes de communication que la méthode la plus démocratique, en fait, qui est de communiquer beaucoup, de façon organisée, maîtrisée, etc., mais permanente et constante, et en ayant respect et considération pour toute question légitime que se posent les citoyennes et les citoyens quand il se passe un problème qui n'était pas prévu. Donc on pourra y revenir dans la discussion. Et comme on parlait de communication et de communication vis-à-vis des populations, ça fait directement le lien avec notre discutant, notre deuxième discutante. Bonjour à tous et à toutes, Maïté Noé, je suis vice-présidente de la CLIC Cadarache, je suis à l'Ancli, mais je suis aussi adjointe à monsieur le maire de Vinon-sur-Verdon, qui est la commune la plus proche de Cadarache, pour certains, et d'Iter. Et je suis en charge justement de la protection des populations, de la sûreté, de la sécurité. Alors moi je veux surtout vous donner mon expérience en tant qu'élu et en tant que CLI en même temps, puisque les deux sont liés. Pour revenir sur les exercices, ce que je reproche personnellement, c'est que justement ces exercices n'ont lieu que tous les 5 ans. Donc la problématique des élus en général, c'est que de toute façon, ils n'ont aucune formation sur ce que sont les risques, y compris le risque nucléaire. Ils sont au courant pour tout ce qui est, comme disait Madame Bateau, et je la rejoins, quand il y a des inondations, on nous a mis des PPRI, on nous a mis pas mal de choses comme ça, idem dans d'autres situations. C'est vrai que le plan particulier d'intervention de Cadarache est en place, mais on n'est pas finalement suffisamment associé déjà à tout. Quand il y a un exercice, on est associé aux préparations d'exercices, mais au minimum, ce qui veut dire qu'on se retrouve un peu perdu, surtout si les élus ne sont pas informés. On se retrouve un petit peu perdu dans cet exercice et on a l'impression d'être les petits canards à part. C'est peut-être pas une belle expression que j'emploie, mais c'est comme ça que le ressentent les petites communes. Je vous parle des maires de petites communes.
Et la problématique, c'est qu'ils ne font pas la différence la plupart du temps entre le rôle de chacun. On a affaire à la préfecture, c'est un fait, mais la plupart ne connaissent pas le rôle ni de l'ASN ni de l'IRSN, en sachant que l'ASN a un rôle sur tout ce qui est réglementaire, et l'IRSN, nous en tant que membres de CLI, on le sait parfaitement, l'IRSN est vraiment l'expertise technique dont on a absolument besoin, et surtout, il faut que cette expertise reste indépendante. Donc pour nous, ça c'est très important, parce que l'IRSN apporte beaucoup de choses et beaucoup de solutions aux élus par rapport à l'ouverture à la société. Je regarde au fond ma collègue Audrey. Cette ouverture à la société, l'IRSN a été créée en 2002, l'ouverture à la société a été créée en 2003. Et depuis 2003, avec l'ouverture à la société, nous sommes associés directement pour pouvoir agir dans la communication, dans l'information du public et de pouvoir associer justement notre société civile. Chose qui n'est pas faite dans les exercices. Ça nous est systématiquement refusé d'associer la population. Donc je me bats pour ça, j'arrive à associer les écoles, mais la population, on n'y arrive pas du tout. C'est systématiquement refusé. Donc comment voulez-vous préparer une population ou informer une population qui finalement n'est pas au courant de ce qui se passe? Ils savent qu'il y a un exercice, mais ils ne savent pas pourquoi ni comment, ils ne savent pas pourquoi on fait surtout cet exercice, et en fait c'est pour préparer nos volets post-accident ou nos volets accidentels, donc au moment de la crise, et finalement ils n'ont aucune information concrète. Donc charge aux élus de pouvoir communiquer, et c'est très difficile parce qu'il faut tout leur expliquer et on n'a pas les moyens de le faire. Donc ça, moi, ça serait un reproche vraiment important que je ferais au niveau de la préfecture, enfin ou même au niveau national. Pourquoi ne peut-on pas... alors, est-ce que ça vient des préfectures? Est-ce que ça vient du niveau national? Je ne me permettrai pas de porter de jugement parce que je ne suis pas là pour ça. Mais ça, c'est un domaine important. Par contre, pour l'IRSN, moi, je vais faire un petit peu mon rôle parce que je le pense vraiment, et y compris pour les CLI et pour l'ANCLI. L'IRSN nous aide énormément, ne serait-ce que sur le post-accidentel. On n'en parle peut-être pas aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose dont je veux parler. L'IRSN a créé un outil qui s'appelle l'outil Opal pour le post-accidentel. Cet outil Opal, nous l'avons pris en main à la CLI de Cadarache, nous l'avons amélioré, n'est-ce pas Audrey, puisqu'il nous manquait pas mal de cartographie. Et grâce à cet outil, on va pouvoir rencontrer tous les élus, justement du plan particulier d'intervention, pour leur expliquer ce qu'il va se passer après la crise, ou tout du moins associé à la crise, puisque le post-accidentel arrive en même temps finalement après, pour pouvoir les aider à établir un plan d'intervention, comme on prépare dans les plans communaux de sauvegarde, les plans d'intervention d'urgence. Donc ça, je pense que c'était important de le dire, parce que ce rôle-là, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Et en plus, on peut associer la société civile, grâce à eux, avec Opel Radiation aussi. Ce qui est très important pour moi, je parle en tant qu'élu, c'est très important pour un élu, parce qu'on n'a aucune base finalement par l'État de tout ça. Donc je pense qu'il y a un gros problème dans ce domaine-là. Et vous êtes très important, l'IRSN, dans votre domaine d'expertise, puisque dans les CLI, on a affaire à vous. On vous demande des expertises indépendantes, parce qu'on en a besoin pour justement travailler sur les dossiers que nous fournissent les exploitants. Moi, je rebondirais juste à ce que vous avez dit sur les populations, et ça rejoint ce qu'a dit Madame Bateau, c'est-à-dire que la crise, c'est l'inconnu, on est tous d'accord. Alors moi, si je refais le parallèle avec le terrorisme que je connais bien, évidemment, dans cet inconnu, c'est la population qui a la clé, aussi bien dans le positif que dans le négatif, et donc de ne pas les impliquer pour plein de raisons sur des exercices, et ben, c'est évidemment se mettre dans les plus grandes difficultés pour ensuite, quel que soit le niveau dans la gestion de la crise, on ne maîtrisera pas la réaction à tout point de vue dans la communication, mais à tout point de vue des populations. Donc on va repasser le ballon à l'exploitant, et puis après on va essayer de quand même avoir un petit moment d'échange. Moi je suis Stéphane Breton, je suis représentant du personnel élu au comité social économique d'une unité parisienne qui regroupe l'ingénierie du parc en exploitation et l'état-major de la direction de production nucléaire.
Et puis j'œuvre aussi dans le domaine de la crise depuis 2010 maintenant. Et donc je voulais aussi témoigner des travaux qui sont faits entre EDF et l'IRSN, parce que on travaille, et j'aurais pu présenter aussi un magnifique slide avec les 4 cercles concentriques. C'est aussi une présentation que je fais régulièrement pour les visiteurs qui viennent nous visiter notre centre de crise sur Cap-Ampère. Et du transparent suivant aussi concernant les exercices de crise. Il y a effectivement beaucoup d'exercices de crise, mais je voulais compléter le discours de Philippe, parce qu'on a des spécialistes du domaine fonctionnement de nos réacteurs, et on travaille aussi main dans la main avec les collègues de l'IRSN dans la scénarisation des exercices. S'il y en a 6 par an que l'on partage avec l'IRSN en termes de scénarisation, il y en a 3 qui sont faits par EDF, 3 par l'IRSN. Et puis on va avoir 4 spécialistes qui viendront sur simulateur pendant à peu près une semaine pour préparer le scénario de l'IRSN et d'EDF. Donc c'est important aussi, je pense, de le dire, parce que ce matin on parlait aussi de valorisation salariale et de compétences. Le fait qu'on soit ensemble permet aussi de connaître les compétences et d'améliorer les compétences communes exploitants et IRSN. Et aussi sur le schéma, il y a une partie action et on a l'impression que le national n'y est pas, mais en fait nos équipes respectives, tant EDF que l'IRSN, participent aussi sur des exercices d'ampleur auprès du poste de commandement opérationnel, et notamment auprès des sapeurs-pompiers, pour donner aussi des mesures de rejet radioactif dans l'environnement et puis les faire jouer également. Donc c'est des choses que l'on fait en commun, et tout ça contribue aussi à améliorer nos compétences respectives. Et je voulais aussi intervenir sur le besoin aussi d'experts, de décideurs et de politiques, parce que j'ai participé à de nombreux exercices, et notamment aussi des exercices liés à les pouvoirs publics. On espère la participation du Premier ministre, voire du ministre de l'Intérieur. J'ai un exercice en tête qui s'appelait Nuit totale, qui a été repoussé à plusieurs reprises, et qui finalement s'est déroulé. Et lors de cet exercice, pour faire simple, le nord-est de la France était dans le noir. Et en fait, on attendait tant les collègues d'Enedis, qui avaient aussi, à travers la force d'intervention rapide, des moyens à déplacer du sud-ouest de la France vers le nord de la France, mais aussi des collègues militaires qui intervenaient sur cet exercice. Et malheureusement, côté politique, il n'y avait pas de politique. On a eu un préfet, et le préfet, c'est pas un politique, hein, c'est un expert du domaine de la sécurité. Et les participants ont attendu toute la journée une décision pour envoyer les moyens complémentaires, mais en fait, il n'y a jamais eu cette décision. Donc on a vraiment besoin, sans rebondir sur ce qui était présenté par l'animateur de ce matin sur la problématique de Prion et la position de Lionel Jospin et de Jacques Chirac, mais en fait on a besoin de politique pour aussi décider, et chacun a son rôle dans la crise, tout comme les experts et les décideurs. Et on a besoin des trois pour qu'une crise se passe bien. Puis les crises, on a la phase de préparation dont je viens de parler, notamment les exercices, mais aussi le retour d'expérience, parce que on a des procédures, et nos procédures évoluent, peut-être pas des plans de gestion, mais en tout cas c'est des procédures, et la crise a évolué depuis le premier arrêt automatique réacteur qu'il y a pu avoir sur un REP, pour intégrer une meilleure gestion de cette situation. Et puis ensuite on a perdu des sources électriques, donc mais ce serait bien aussi d'intégrer les pertes de sources électriques. Et, voilà, et tout ça, ça se fait aussi avec les collègues de l'IRSN, pour aussi bien comprendre le fonctionnement, et ils sont pleinement partie prenante des gestions de crise, et je tenais aussi à le dire, parce qu'ils ont leur droit de parole, et ils sont très écoutés lors des audios techniques des experts qui regroupent notamment l'IRSN et EDF. On va ouvrir le débat à la salle en prenant, on a une demi-heure, donc 2 quarts d'heure, 1 quart d'heure vraiment sur les exercices, et puis 1 quart d'heure plus sur les liens à la fois avec le politique et le transversal, si on peut regarder ces blocs, et puis questions courtes, réponses courtes. On voit. Bonjour, merci à vous tous. Dominique Leglu, je suis la
directrice éditoriale de Sciences et Avenir, la recherche et éditorialiste à Challenge, et je suis membre du HTT ISN. Juste une remarque, je confirme les dires pour la CLI. Le président Langley a insisté à la dernière réunion, qui s'est d'ailleurs déroulée dans les locaux de l'IRSN, la non-participation des populations et même leur questionnement maintenant, par exemple, sur la distribution de l'iode. Bon, ça c'est une simple remarque. L'autre remarque, c'est qu'au HCT-ISN, il y a des députés qui sont censés participer. J'ai écrit que je ne les voyais jamais. Alors il y a le député, l'ex-Biro qui est venu ces derniers temps à cause des problèmes ASN-IRSN. Mais bon, ça m'a frappé quand même. Je suis dans ce haut comité depuis environ 2 ans. J'ai juste une question par rapport à un retour d'expérience français peut-être, mais vous me direz si c'est pertinent. Il avait été remarqué qu'au moment de l'incident du Blayais, la puissance publique, à l'époque, je pense que c'était Dominique Voynet, avait été avertie extrêmement en retard, alors que c'était assez compliqué pour les équipes sur le terrain. Est-ce que ce qui se passerait maintenant, si c'était la même chose au Blayais, est-ce que ce serait différent? Est-ce que des mesures nouvelles ont été prises pour que, effectivement, la puissance nationale soit avertie, disons le Premier ministre ou la Première ministre, soit avertie beaucoup plus tôt? Merci. J'ai pas de réponse à la question. Oui, j'ai pas, peut-être vous avez plus, mais je veux dire un mot là-dessus parce que c'est très important. Vous allez commencer? Allez-y. Non mais c'est vrai qu'avec pour toutes les situations d'agression externe, parce que finalement ça c'était une situation d'agression externe, donc il y a des critères qui ont été définis pour que les alertes soient lancées de façon précoce par l'exploitant, donc c'est des critères objectifs, et à partir de là il y a une alerte nationale qui est portée, donc il y a des dispositions complémentaires qui ont été prises dans ce sens. Après, est-ce que ça va jusqu'au gouvernement? C'est une question quand même un peu d'appréciation de la gravité de la situation. ASN et IRSN sont systématiquement prévenus parce que le lancement de l'alerte se fait par un système national d'alerte. On a un beeper et en moins d'1 heure, nous sommes dans nos centres de crise. Après, ça monte aussi dans les ministères, dans les centres de crise ministériels. Et la mobilisation au niveau d'une CIC va dépendre de l'analyse qu'ils en feront et de la gravité appréciée et de la perturbation de la vie de la société. Donc un événement comme celui-là, dans un premier temps peut-être qu'on considère que c'est plutôt local, mais si on voit que ça peut aller à un accident nucléaire grave, en effet ça devient un événement d'ampleur nationale. Donc il y a une bascule éventuellement là qu'il faut arriver à faire, parce que je ne suis pas sûr que dans une situation comme ça, une CIC serait créée immédiatement. Moi, je connais j'ai en tête de très très nombreux exemples d'une information, donc pas dans le domaine du nucléaire, mais d'une information tardive, d'un signalement de situation relevant d'une situation alors, plus ou moins importante de crise. Et je ne connais pas un seul rapport d'inspection RETEX, donc retour d'expérience, sur une situation de gestion de crise qui n'ait repéré le fait qu'il y avait eu un problème de précocité dans le fait d'identifier que c'était une situation relevant notamment de la nécessité d'informer le gouvernement, etc. etc. Donc c'est une question effectivement très importante. La compréhension et l'identification d'une situation qui est une situation anormale et problématique nécessitant de faire l'objet d'un traitement particulier. Et moi, ce que j'avais repéré, c'est une tendance effectivement à considérer que c'était un événement local et que ça ne pouvait pas dégénérer.
Et en fait, une des facultés très importantes de la gestion de crise, c'est celle de l'anticipation. C'est-à-dire d'une analyse qui va anticiper pas seulement ce qui est en train de se produire. Alors, je peux vous prendre un exemple qui concerne le nucléaire, qui n'avait aucune incidence en matière de sûreté. Moi, lorsque j'étais ministre, j'ai appris par BFM TV, vous savez, une notification de BFM TV, qu'il y avait un incendie à la centrale nucléaire de Fessenheim, étant membre du gouvernement qui avait pour projet de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. Je l'ai appris par hasard. Évidemment, vous pouvez donc c'est pas quelque chose qui relève de la gestion de crise, c'est plutôt quelque chose qui relève de la mini-crise médiatique. Bon. Mais comme c'était un incendie mineur, c'est un peu comme l'histoire de Lubrizol, comme l'émission de Mercaptan n'est pas un truc qui tue tout de suite là les gens, mais qui va faire tout un impact et tout un scénario qui lui est une situation de crise, on considère que c'est pas utile de prévenir parce que c'est un incident médiatique, ce n'est pas un incident avec des conséquences en matière de sûreté et de sécurité. Alors que si, en fait. Je vous rassure. Enfin, pas de sûreté et de sécurité, mais on m'a compris. Au RAID, on a déjà été saisi grâce à BFM. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Guillaume Lavert, France Nature Environnement. Oui, pour moi, l'IRSN, lors des exercices de crise, c'est vos camions et les techniciens qui vont faire de la mesure. Vous n'avez pas évoqué ça dans votre présentation. Monsieur Breton l'a évoqué, mais voilà, très concrètement, il y a une présence sur le terrain de l'IRSN qui n'est pas celle de l'autorité de sûreté nucléaire. À la division de Caen, dans la région, ils savent faire plein de choses, ils ne savent pas faire de la mesure. Mais j'en viendrai à un problème en écho avec ce que Maïté vous a présenté, c'est que nous, souvent, on est consultés au dernier moment sur des PPI. Alors, dans le PPI Pavel-Panly, la doctrine, c'est l'auto-évacuation de la population. Si quelqu'un pouvait m'expliquer dans la salle, ça m'intéresse, je n'ai toujours pas bien compris ce concept. Toujours est-il que, existe-t-il un service, un expert dans l'État qui est capable de donner des avis sur les propositions des copains des CIRACED? J'ai siégé en Causère, je vous disais ce matin, très bonne. C'est la sécurité civile dans les départements. Ils sont deux, ils ont 25 000 dossiers, ils font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, il y a un défaut d'expertise, un défaut de dialogue. Et est-ce que vous, à l'IRSN, vous pourriez jouer ce rôle? Et nous, en CODES, dans les départements, comment on pourrait vous saisir? Parce que je pense que dans un dialogue élu, société civile, l'écrit, bien évidemment, et vous et ces experts des CIRACED, on pourrait arriver à des plans qui soient peut-être opérationnels. Enfin, je suis utopiste. Ouais, monsieur. Alors, moi, par contre, je peux te répondre sur un domaine, c'est que nous, par exemple, quand le PPI a été révisé l'année dernière, donc mis en place cette année, les communes et la CLI, parce que je représentais les deux, ont bien été associés sur ce nouveau plan particulier d'intervention. Il y a 5 ans en arrière, pour te donner un exemple, moi, ma commune, elle était dans le PPI aux 3/4 du village, le petit quart qui restait, il ne faisait pas partie du PPI, c'est tout à fait normal, tu traversais la rue, tu risquais plus rien. Et de plus, pour la distribution des comprimés d'iode dont je m'occupe en plus, c'était très compliqué d'expliquer aux gens que toi tu pouvais avoir les comprimés, ton voisin ne les avait pas. Donc je me suis battue pendant tout le temps où on a revu le PPI en 2017 et j'ai quand même obtenu des préfectures que toute la commune soit impactée. Donc toute la commune est concernée et d'ailleurs si tu regardes le PPI de Cadarache, c'est une espèce de petit factadoïde avec des petits traits, ça concerne la région qui n'était pas, enfin, l'endroit qui n'était pas pris en compte auparavant. Et donc, moi j'ai été associée en tant qu'élue et en tant que CLI de Cadarache pour pouvoir participer en 2017 et l'année dernière à la nouvelle élaboration du PPI. Donc ça dépend un petit peu des préfectures et comme tu dis, le CIRED-PC est un élément très important, les gens qui travaillent là-dedans, puisqu'ils nous ont proposé lors de la nouvelle distribution des comprimés d'iode qui doit avoir lieu Dieu sait quand, puisqu'on n'a pas été en mesure, comme le disait tout à l'heure madame, dont parlait Jean-Claude Delalande, de nous dire de la manière dont ça va se passer cette année. Donc, eux sont proposés de faire des réunions publiques dans les communes concernées par le PPI. Donc, nous, de ce côté-là,
on n'a pas trop à se plaindre par rapport à d'autres. Voilà, il n'y a pas d'égalité territoriale, tout à fait. Ça dépend absolument des personnes que tu as en face de toi et les relations qui viennent avec. C'est tout. Alors, moi, j'ai posé une petite question, c'est que ce soit sur la gestion de crise et sur la gestion des exercices, si on regarde bien, ce qui à chaque fois fait défaut, c'est la détection des failles et la recherche de solutions innovantes. Et c'est pour ça que, entre autres, Patrick, je rappelle, je citais mon ami Patrick Lagadec, que certains sûrement connaissent, et qui propose une force de réflexion rapide, et qui justement, moi sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, je trouve que la place de l'IRSN, puisque je connais l'IRSN et des exercices que j'ai fait avec vous, je trouverais que c'est vraiment justement la place de l'IRSN dans cette force de réflexion rapide. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, moi je suis d'accord. Non mais, bon, d'une façon générale, au-delà des schémas connus, et puis dans les organisations de crise, il y a des fonctions définies, il y a des cellules définies, tout le monde est entraîné à ce rôle-là, mais on ne peut pas définir des organisations pour l'ensemble des sujets qui nous attendent, et nos développements de compétences, ils se font dans les logiques de résilience, et puis dans l'adaptabilité, nos capacités d'adaptation, finalement, aux situations qui se présentent. C'est ça qu'il nous faut encore développer, et aux évolutions d'organisation et aux opportunités d'organisation qui peuvent se présenter. Donc voilà, donc dans ce contexte-là, s'il faut aller à tel ou tel endroit et participer à telle ou telle action, eh bien, on est prêt à s'organiser. On s'est organisé de façon permanente sur l'Ukraine depuis 1 an et demi pour suivre de façon régulière ce qui se passe dans le pays, et on a fait évoluer sans cesse nos organisations. Après, il faut être entendu. Oui, ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'en ai une, du coup, comme je tiens le micro, je vais en poser une. Comment dire? J'ai cru entendre que la multiplication des acteurs et les rôles des acteurs, en gros, la perception, la compréhension du rôle des différents acteurs dans la crise posait problème. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui faisait quoi, etc. Je voulais savoir si, d'après vous, c'est quelque chose qui est soluble à l'avance, c'est-à-dire qu'on peut se dire on va définir très précisément les choses, ou est-ce que c'est, selon vous qui avez une expérience de la gestion de crise, une sorte de combat qui ne sera jamais gagné, parce que de toute façon la crise introduit de l'ambiguïté. Enfin voilà, donc que pensez-vous? Et c'est un peu lié à la question, vous voyez bien en arrière-fond un peu ce que j'ai en tête, hein, sur la fusion, pas la fusion, mais du coup... voilà. Ouais, je vais essayer d'être politiquement correct sans faire de langue de bois, ce qui est un exercice difficile. Bon, alors, sur ce que je connais, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que la multiplicité des acteurs, j'ai vu des exercices de crise où il y avait 7 postes de commandement, pour le même niveau, hein, c'est-à-dire que si en gestion de crise, on a un niveau stratégique, tactique et opérationnel. Et au niveau tactique, il y avait 7 postes de commandement, ce qui est une aberration totale. Et en plus, quand on sait que dans un poste de commandement, au-delà de 7, c'est du noise, enfin du bruit, et forcément se mettre en difficulté dans le vrai pilotage. Donc clairement, la question que vous posez, vous avez un peu la réponse, c'est-à-dire qu'il faut évidemment apprendre ensemble à travailler, et en toute intelligence, pour pas multiplier les acteurs, multiplier les décideurs. Alors il y a Clémenceau qui a une vision très... il n'y a pas plus de... Il faut être un nombre impair, mais jamais plus de 2. Donc là, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais néanmoins, c'est sûr que si on est trop nombreux, ça marche pas. Après, malheureusement, et tu l'as dit, c'est très humain, et surtout les situations de crise, c'est très anxiogène, et on voit débouler tout un tas d'acteurs qu'on ne voit jamais, à tout niveau, hein, stratégique, tactique et opérationnel, et qui viennent finalement perturber complètement le pilotage de crise. Donc arriver à mettre en place, et c'est le rôle des exercices, d'avoir une vraie discipline, déjà nous, acteurs, dans ce sens,
et essayer de se fermer, entre guillemets, pour pas être pollué de gens qui viendraient de l'extérieur. Mais bon, je vais pas vous raconter des anecdotes, mais c'est très compliqué. Surtout quand les acteurs polluants viennent d'en haut. Si vous m'avez compris. Des noms Non, pas besoin. Simplement pour compléter ce que vous venez de dire, l'autre jour au HCT-ISN, très récent, le directeur délégué de la sûreté du parc nucléaire, M. François Goulin, a dit on ne peut pas avoir plusieurs décideurs. Voilà, c'était dit comme ça. Donc, est-ce que c'était en période de crise ou pas en période de crise? Cela étant, j'ai entendu Madame Delphine Bateau tout à l'heure dire, quand elle a eu affaire à des crises, ou quand on a affaire à des crises, souvent on court-circuite aussi le système. Donc, s'il n'y avait par exemple qu'un seul interlocuteur, à tous les coups, il va être court-circuité. Donc, combien de décideurs possibles? Vous avez dit 2, 3... C'est pas moi, c'est Clémenceau. Oui, alors d'abord, concernant la sûreté nucléaire, il y a déjà une crise nucléaire, il y a déjà au moins 2 décideurs, puisqu'il y a une autorité indépendante. Donc moi, ça me paraît dangereux de dire qu'il doit y avoir un seul décideur, parce que si on commence à dire qu'il doit y avoir un seul décideur, ça veut dire qu'il n'y a plus d'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire. Or, l'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire est un élément de ce qu'on évoquait précédemment sur notamment la confiance des citoyens, etc. Donc il y a des décisions en situation de crise liée au nucléaire qui relèvent de l'ASN et qu'elle doit être en capacité de recommander, de décider, etc. Vis-à-vis de l'opérateur, vis-à-vis de la gestion de la situation de crise, où les ministres, le président de la République, etc. peuvent monter, descendre. C'est comme ça en fait. Et on a besoin qu'il y ait cette situation d'autorité. Il y a besoin que la présidente ou le président de l'autorité de sûreté nucléaire, il puisse aller au journal de 20h, dire voilà, c'est comme ça, on fait comme ça, etc. etc. Et ça s'impose. Donc déjà, situation de crise nucléaire, il n'y a pas un seul décideur. Ça, c'est la première chose. Le reste, je pense qu'il faut distinguer la décision, qui doit nécessairement être unique, et son élaboration, même si celle-ci peut être extrêmement rapide, et doit être fluide et rapide. Et dans l'élaboration de la décision, il y a besoin de toutes les expertises pertinentes. Alors ça ne veut pas dire faire des cellules de crise pléthoriques, mais si vous prenez par exemple l'exemple du ministère de l'écologie, où vous avez différentes directions, vous pouvez être dans des situations où il y a différentes dimensions de la crise qui fait que vous avez besoin non pas d'un représentant du ministère de l'écologie, mais de la direction ceci, de la direction cela, plus de Météo France, parce que Météo France, qui est un établissement public de l'État, va avoir des informations capitales sur l'évolution du contexte. Voilà, donc il y a besoin des gens en situation d'apporter les informations dont il y a besoin pour prendre la décision. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est assez opérationnel, en fait. Oui, je voulais compléter aussi du coup les réponses, y compris celle de Blayet, puisque je suis aussi exploitant. En fait, depuis Blayet, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Et puis, il y a aussi des choses qui n'étaient pas forcément mentionnées dans l'organisation présentée par Philippe. Mais on a aussi une mission d'appui au risque nucléaire avec un détaché EDF qui est là aussi pour aider et apporter ou rapporter auprès du ministre ce qui se passe sur un site, et notamment dès qu'il y a un camion de pompiers qui sort de sa caserne, les pompiers ils ont aussi un outil, c'est pour pas, mais ils ont un outil qui permet aussi de savoir qu'il y a un camion qui part sur le site de Fessenheim par exemple. Et donc ça remonte aussi via les pompiers, pas que via EDF. Et puis nous en tant qu'exploitants, on pense qu'il y a aussi un petit jeu de rôle entre les gendarmes et les pompiers, CSE, qui remontera l'information le plus rapidement possible auprès de son ministère de tutelle. Donc il peut avoir aussi un intérêt autre à avoir des jeux de rôle entre les uns et les autres. Alors c'est pas ce qui peut excuser éventuellement une faute de l'exploitant d'avoir omis d'appeler sur un critère, mais il y a aussi la réglementation qui a évolué dans ce sens-là.
Et il y a eu des audits qui ont été faits aussi par EDF suite à un événement sur le budget. Et puis éventuellement, ça peut aller aussi en justice si on omet de déclarer un fonds d'urgence interne. Donc il y a aussi des intérêts à ce que l'exploitant le fasse le plus rapidement possible sans attendre le pompier ou le gendarme qui va remonter l'information. Mais c'est juste aussi pour assurer un peu, il n'y a pas que l'exploitant, il peut aussi avoir d'autres personnes autour. Et puis je voulais aussi dire qu'on travaille avec la Marine nationale, parce que certes, il y a peut-être EDF qui est l'exploitant important, puis on a ça en tête, mais nous-mêmes, on va voir aussi ce qui se fait de mieux auprès de nos collègues de la Marine nationale à Ballard, pour voir comment est-ce qu'ils sont organisés et comment est-ce qu'on peut travailler mieux. Et donc, ça permet aussi de récupérer aussi des données de leur part. Donc ça aussi, c'est un point important. Et puis je voulais revenir sur la fusion de salle de crise, parce que ça a été aussi abordé. Côté EDF, on a une volonté d'avoir les techniciens, les experts qui travaillent de leur côté, qui ne sont pas dérangés par les décideurs. Et donc les experts, ils sont sur Cap-en-Péa, Saint-Denis, et puis les décideurs, ils sont à Valérame, à côté de Charlevoix-l'Étoile, donc c'est pas la même chose. Et dans laquelle on a une cellule en charge de la communication nationale, pour prendre l'organisation de Philippe. On a bien sûr une douzaine d'équipiers côté direction, mais dans lequel ils ne sont pas forcément des experts techniques du fonctionnement, mais on va avoir des appuis juridiques, etc., assurances, médecins, etc. Donc ils sont là pour apporter aussi leur expertise et une autre vision aux décideurs. Et puis on a une cellule groupe, et après on a une cellule, et enfin, parce que c'est abordé aussi, on a une cellule de force de réflexion rapide, qui n'est pas la plus importante en termes de nombre, mais qui permet de réfléchir aussi à la suite, et puis essayer d'oublier personne, qui regarde aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., pour apporter les éléments de réponse de la communication qui peut être faite selon les attentes de la société. Merci. Une question là-haut. Moi j'avais une petite question. On fera les deux. Vas-y Patrick. Alors Patrick Lejus, donc je suis administrateur salarié CGT de l'IRSN. J'avais une question qui m'interpelle. Alors on a bien noté avec vos interventions que finalement l'organisation de crise était complexe, finalement, puisqu'on est quand même capable de répondre à cette question en vous écoutant, et que ce n'était pas nécessairement dû, si je comprends bien, que à l'IRSN ou à l'ASN. Qu'il y avait d'autres entités. J'ai compris aussi en écoutant noter Noé qu'il y avait une inéquité de traitement des populations sur le territoire, ce qui me semble assez quand même paradoxal pour un pays comme la France. Et moi j'avais une question, on parle de crise beaucoup, d'organisation de crise pour les activités nucléaires civiles. Moi j'ai quand même une question sur les activités nucléaires de défense. Et puisqu'on a déjà une organisation qui semble assez complexe, on a entendu que dans le projet du gouvernement, il y avait une séparation donc, de nos activités de défense qui irait vers une autre entité. Ne risque-t-on pas, donc du coup, de complexifier encore davantage les organisations de crise, alors que l'IRSN a quand même cet avantage aujourd'hui, c'est d'avoir une organisation identique en cas de crise sur un site civil ou militaire, enfin vous me direz. Et si demain, il n'y a plus d'IRSN, quelles sont les équipes qui vont faire, par exemple à Toulon, où on garde des réacteurs nucléaires dans le centre-ville de Toulon, une piscine de désactivation du combustible également, à moins de 300 mètres du centre-ville, qui ira faire les prélèvements, qui fera les mesures, et surtout, qui fera remonter les informations, donc vers les entités, préfectures, etc. C'est un peu ma question. Alors, tout ce que tu dis est pertinent, c'est-à-dire que, évidemment, l'organisation de crise défense, j'en ai pas parlé, parce que tout ce qui était présenté était vraiment plutôt dédié aux civils, alors qu'on parle de l'ASN, mais c'est à peu près la même organisation pour la défense. Bon. Néanmoins, ce qu'on voit bien, c'est que, en effet, l'IRSN dans l'état actuel est capable de traiter le civil ou la défense, à la fois en termes d'expertise et en termes de mesures de terrain. Donc dès lors que, en effet, on regroupe des choses, eh bien, on peut se retrouver en difficulté, à la fois en besoin d'experts, parce que finalement, même au quotidien, les experts de l'Institut, les experts de différents domaines, travaillent à la fois, mais peut-être vous l'avez évoqué ce matin, à la fois pour le civil et pour la défense. Donc, en effet, ça va. Je n'ai pas de vision sur ce que deviendrait finalement la gestion de crise défense dans tout ça.
sachant que bon, moi j'ai quelques griefs quand même personnels sur la façon dont c'est géré, mais bon, peut-être pas développer. Ouais, ouais. C'est classifié, c'est ça? Dernière question. Moi, je suis Aurélie Bouzébé, je travaille à l'IRSN. J'avais une question ce matin. Lors de la première table ronde, un point qui m'a étonnée, c'est quand Attends, ouais, c'est pas bon. les exploitants dire que finalement le travail, le dialogue avec l'IRSN sur l'expertise fonctionnait très bien, mais ce qui les embêtait, ce qui les gênait, c'est ce qu'ils nous ont dit ce matin, c'était que ça soit une autorité qui se mette à faire de l'expertise, et ils expliquaient la complexité finalement pour eux dans leur travail d'expertise. En cas de crise et en cas de fusion, donc en cas de crise et en cas de fusion, si... Je pense qu'on t'entend sans micro, ça sera aussi bien, Audrey. En fait, ce serait l'autorité qui serait en audio technique pour dialoguer avec l'exploitant sur l'état de l'installation, voilà, et commencer à penser le conseil au pouvoir public. Si demain c'est l'autorité qui est dans cette audio technique, est-ce que finalement ça ne va pas gêner, je pose la question, est-ce que ça ne va pas gêner finalement cette expertise qu'on va partager avec l'exploitant sur l'état de son installation, et donc diminuer la qualité de l'appui au pouvoir public, et donc diminuer l'appui au gouvernement sur la qualité de la réponse technique qu'on peut faire en cas de crise. C'est vraiment une inquiétude que j'ai suite aussi à ce qu'on a dit ce matin. On a déjà un petit peu de problème, puisque à la demande de l'autorité de sûreté, l'autorité de sûreté est en écoute des audios techniques, et ça peut être un frein au dialogue qu'il y a, aux confrontations de nos points de vue. On le ressent quand même à travers la façon dont les exploitants expriment leur vision de l'anticipation, le pronostic aggravé. Donc ils parlent pas volontiers de ces choses-là. Ils savent que l'autorité de sûreté est en écoute. Ça, c'est un premier point. Donc il y a déjà une difficulté sur ce point-là actuellement. Mais dès lors qu'on a une audio technique, ce sont des gens qui connaissent la technique qui doivent la faire. En face à EDF ou autre, on a des gens qui vont parler technique, qui vont parler des barrières, qui vont parler des pompes qu'il y a derrière, etc. etc. Donc ça, et on va confronter nos calculs. Ça, il y a vraiment que la compétence, elle est à l'IRSN pour faire ça. Donc voilà, donc il faudra toujours qu'en face, quelle que soit l'organisation, ce soit les gens qui ont la compétence. L'exploitant va compléter aussi, parce que je pense que c'est important de dire que on travaille main dans la main, je l'ai dit tout à l'heure avec l'IRSN, mais on fait aussi avec l'IRSN des guides communs, des outils communs, sans trop rentrer dans le détail, mais on a un triple diagnostic, triple pronostic qui a été établi conjointement. On a des fiches type guide pour les rejets dans l'environnement qui ont été faits conjointement. Et puis il y a les fiches d'analyse technique aussi qui ont été faites conjointement et qui sont utilisées par l'IRSN. Donc tout ça contribue à nos compétences collectives, et qu'aujourd'hui il n'a pas du tout l'ASN. Et il y a aussi un groupe de coordination des activités de crise avec l'IRSN qui permet aussi d'essayer de voir un peu plus loin et de voir l'avenir, et pour lequel l'ASN n'est pas du tout partie prenante, et pour lesquels il faudrait aussi se poser des questions si jamais il venait dans ce genre d'instance, quels seraient les impacts, mais on de faire un diagnostic avant. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, effectivement, on a un peu le même souci côté EDF, hein, parce que l'audio-technique, la direction est aussi à l'écoute, plus ou moins passive, mais je veux dire, il y a aussi l'inverse, hein, c'est-à-dire que dorénavant l'IRSN est aussi en écoute passive de l'audio-décision. Donc c'est vrai des deux côtés, et moi qui suis exploitant et qui vis les deux, on peut se poser aussi la question de l'intérêt que l'IRSN soit en écoute passive à l'audio-décision, comme on peut se poser la question de l'intérêt que l'ASN soit l'écoute passive de l'audio des experts. On va faire une dernière question, je crois que c'est François qui a une dernière question, et puis après il y aura une conclusion de Madame Bateau. Voilà. Une dernière petite question, je reviens un peu sur ma question de l'organisation. Finalement,
La question que je voudrais vous poser, c'est pensez-vous que, on nous dit l'organisation en crise, l'organisation ASN-IRSN est source de complexité et finalement la fusion permettrait de simplifier. Du coup, quelle relation, d'après vous, il y a, et faut-il qu'il y ait une relation entre l'organisation de crise et l'organisation de non-crise, l'organisation de paix? C'est-à-dire, est-ce que, de votre expérience, finalement, l'organisation de crise, finalement, hériterait de la complexité de l'organisation de paix? Vous comprenez pas ma question? Si. Ah, oui, enfin, voilà. Donc, est-ce que, finalement, pour le dire dans l'autre sens, est-ce qu'on doit partir de la crise pour organiser les structures en temps de paix? C'est cette relation, c'est ce lien entre, en gros, une ASN, une IRSN en temps de paix, et l'argument qui est de dire en crise, il faut que ce soit plus fluide, etc. Finalement, je vais répondre très vite parce que en fait, j'avais l'air étonné parce que je faisais le parallèle avec ce que je connais mieux, c'est-à-dire si on prend RAID et GIGN, est-ce qu'on est capable de faire de la gestion de crise ensemble, en commun? C'est deux cultures, c'est vraiment des cultures différentes. Et en crise, c'est difficile on est beaucoup dans l'humain. Il y a la partie technique, il y a les process, bon, et c'est très compliqué d'arriver à faire la partie pilotage de crise partagée ou commune. En revanche, après l'application opérationnelle, oui, ça c'est tout à fait avec des méthodos différentes, mais ça marche. En revanche, armer, entre guillemets, une cellule de crise ou un poste de commandement commun en mélangeant les genres sans l'avoir finalement nettoyé à l'avance, ça j'y crois pas du tout. Voilà. Et on va laisser Madame Bateau conclure, et comme ça on est à peu près dans les délais. Non, j'aurais pas cette prétention, mais juste sur cette... donc moi, ça me paraît légitime que les choses soient structurées en intégrant la gestion de crise, surtout dans les temps actuels et les temps à venir, qui nous promettent bien des situations chaotiques, pas que sur évidemment les enjeux de sûreté nucléaire. Mais la discussion qu'on a là sur la gestion de crise concernant le nucléaire vaut pour les autres gestions de crise. On a besoin de différents métiers lorsqu'il y a une situation de crise et que ces métiers communiquent de façon fluide à différentes échelles. Je ne crois pas que le raisonnement puisse être suivi de dire qu'à chaque fois il faut fusionner les organisations quand on a des métiers différents. Et surtout, mon point de vue est de dire que cette question-là, elle est en vrai secondaire par rapport au fait que s'il y a un pépin, on a concrètement besoin d'expertise, on a besoin d'une décision d'autorité indépendante, on a besoin d'une recommandation au gouvernement. Le gouvernement, il va avoir besoin de contradictions. Et donc il y a un élément qui est très important à prendre en considération dans des situations de gestion de crise, c'est l'importance des points de vue minoritaires. L'importance du point de vue d'un expert ou d'un service ou d'une institution qui va avoir un avis divergent par rapport aux autres, parce qu'il est utile. Et on est dans des systèmes institutionnels qui, dès qu'on est dans une situation chaotique, pas normale, vont avoir tendance à se rassurer sur ce qu'on sait, etc., et à ne pas faire attention au point de vue divergent. Or, le point de vue divergent est quasiment le plus utile, en tout cas à la réflexion, ça ne veut pas dire forcément qu'il doit être suivi, mais en tout cas à la réflexion collective et au fait de prendre la bonne décision. Et je rejoins ce qui était dit sur la référence aux travaux de M. Lagadec sur la gestion de crise et sur voilà, les crises hors cadre, les forces de réflexion rapide, les capacités d'anticipation. Et tout ça, ça se construit effectivement au long cours dans les organisations en situation normale par les relations interpersonnelles de confiance qui se créent entre les gens et qui sont une des dimensions essentielles ensuite de la fluidité du travail quand il y a un gros problème. Voilà, et donc je ne crois pas que des réformes institutionnelles d'en haut améliorent quoi que ce soit. Si des hiatus ont été repérés dans des exercices, etc., ces hiatus doivent être traités indépendamment du schéma institutionnel des différentes structures. Et ce que vous venez de dire sur la contradiction couplée à l'expertise, c'est un des
très bon moyen de lutter contre les biais cognitifs qui seront, je ne vais pas faire un cours de neurosciences, mais qui seront majeurs dans les moments difficiles de la gestion de crise. Voilà. Merci. Bravo.